après la Wallonie, Bruxelles, hein, le sud et centre, nous sommes inséparables. Le docteur David Hercot, qui va parler maintenant, est médecin généraliste. Il fut aussi chercheur, gestionnaire de projets. Alors, je remets mon bouton parce que j'ai oublié de le faire. C'est toujours un peu délicat. Je vous conseille de faire la même chose. Pour l'instant... Non, c'est un écolo, il n'y a pas de veston. Pour l'instant, effectivement, vous travaillez, docteur, au cabinet du ministre bruxellois Alain Marron. Vous conseillez également la ministre bruxelloise Barbara Tract. Ils sont tous les deux écolos, effectivement, donc aucun problème de schizophrénie. Votre passion dans la vie, outre votre métier, c'est bien sûr l'environnement et le Brompton. Alors, je vais quand même montrer quelque chose. C'est une pièce de musée. Le Brompton ici, en dessous de ce magnifique vêtement, eh bien, rouge. Ça, c'est un peu un mystère pour moi. C'est le Brompton du docteur Hercot. Ce que vous allez maintenant développer avec nous, c'est la vision stratégique pour la première ligne à Bruxelles. C'est l'instant, c'est maintenant, c'est à vous. Et je vous donne le micro vert. Merci. Bonjour à tous, effectivement. Donc, le ministre Marron et la ministre Barbara Tract sont compétents pour la santé et le social en région bruxelloise, plus précisément à la commission communautaire commune qui s'occupe des compétences communautaires, parce que vous savez que Bruxelles est très compliqué. Mais le ministre Marron est également ministre de l'Environnement, et donc ça nous fait déjà tout un paquet de compétences qui ont une influence sur la santé que l'on peut traiter en même temps. Alors la première ligne de soins à Bruxelles, d'aide et de soins même, est vraiment un axe central de la déclaration de politique gouvernementale pour la région bruxelloise. Et nous allons essayer d'aller de l'avant et de mettre en œuvre certains jalons, certaines étapes pour permettre de faire progresser la première ligne de soins. Parce que, vous le savez, la première ligne de soins a encore besoin de progresser et de se structurer. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vraiment remercier la Fondation Roi-Baudouin d'avoir initié cette chaire de recherche, aussi bien du côté francophone que néerlandophone, parce qu'il y a vraiment un grand vide du côté de la recherche dans ce domaine. Et c'est là vraiment un coup de pouce qui sera très bénéfique, je pense, à tout le secteur. Et donc, voilà, merci au Fonds de Koning et on espère pouvoir collaborer ensemble et avancer dans les prochaines années, pour mon cas, en tout cas dans le cadre de la législature, pour avancer et mettre des jalons qui vont amener à renforcer la première ligne de soins. Alors à Bruxelles, on en est où? Au cours de la précédente législature, on avait déjà pris quelques pas dans le bon sens. Une première ordonnance pour la première ligne de soins avait été passée par les ministres précédents, qui définissait déjà quelques jalons sur lesquels on veut avancer, notamment l'approche intégrée, centrée sur les besoins. On a défini à Bruxelles des quartiers prioritaires, en particulier en matière de médecine générale, parce que, comme vous le savez, comme en Wallonie, comme en Flandre, à Bruxelles, le nombre de médecins généralistes n'est pas réparti de manière équitable et dans certains quartiers tend à être vraiment insuffisant. Et donc on a essayé de mesurer le problème et de voir comment on pouvait améliorer la distribution des médecins généralistes à Bruxelles. Et donc on a défini des quartiers prioritaires sur lesquels on va essayer de travailler pour développer l'offre de première ligne de soins, y compris de médecine générale. On a commencé et on va essayer de renforcer le soutien à l'installation des pratiques de groupe à travers une cellule d'appui à la mise en route des pratiques de groupe. Parce qu'on voit bien que le problème pour les jeunes médecins, ce n'est pas seulement la prime qu'ils pourraient recevoir, mais il y a beaucoup de facteurs qui font qu'ils vont pouvoir démarrer ou pas une pratique de groupe comme ils le souhaitent pour la plupart. Une autre réforme qui a été entreprise au cours de la présente législature, c'est la création de ce qu'on appelle Brusano, qui est la fusion du réseau multidisciplinaire local bruxellois, des deux SIST, donc services intégrés de soins à domicile, et de la plateforme de soins palliatifs, en une seule structure qui a une mission beaucoup plus transversale et intégrée de soutien à la première ligne. On essaie de sortir de l'approche verticale en silo et de répondre aux besoins des prestataires de première ligne. Alors cette ASBL est en phase de démarrage, ça fait 1 an qu'elle existe maintenant, un peu plus. Et ils ont réalisé une semaine stratégique d'une rencontre avec le terrain et on espère vraiment que la mise en œuvre permettra de venir en appui aux prestataires de terrain dans leurs difficultés pour la prise en charge des patients complexes, chroniques ou en difficulté sociale également. Alors, dans la déclaration de politique générale, les grands accents, c'est notamment la durabilité forte. Alors, la mobilité, l'isolation, la verdurisation,
même l'agriculture urbaine, font partie de la déclaration de politique générale. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? D'une part, ça fait partie des déterminants de la santé, et donc bien sûr que c'est quelque chose qui est bénéfique, mais d'autre part, ça va avoir un impact sur l'organisation des soins. La mobilité, si on parle de sortir la voiture de Bruxelles, ça veut dire aussi que la façon dont on consomme les soins va devoir s'organiser sans voiture. Et donc on voit là qu'il y a des liens qu'il va falloir faire entre une déclaration de politique qui est liée à l'environnement, aux enjeux d'aujourd'hui, et puis à notre système de santé, comment on va le penser pour demain. La cohérence entre la COCOF et la COCOM. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, vous savez qu'on a 3 communautés qui sont compétentes pour à peu près la même chose, du moins si elles le souhaitent. Et donc ici, il y a eu un souhait vraiment des ministres, des ministres qui ont négocié l'accord de gouvernement, de mettre ensemble la commission communautaire francophone et la commission communautaire bilingue dans les mains d'un même ministre. C'est la première fois depuis que je sache que c'est le même ministre qui est compétent en santé et en social, aussi bien en COCOF qu'en COCOM. Ce qui va nous permettre vraiment d'aller plus loin et d'initier des réformes pour faire du lien entre les différentes communautés et entre le social et la santé. Et donc on espère avec ça vraiment rapprocher les politiques sociales et les politiques santé. Alors on a aussi mis un axe important sur la participation citoyenne, de manière générale, mais dans le secteur du social et de la santé également. Et donc j'y reviendrai un peu plus tard, mais on va essayer de mettre en place au niveau des quartiers une participation citoyenne dans la définition des politiques de santé locale. Alors on va également travailler avec les communes sur des contrats locaux social-santé. On a l'avantage de n'avoir que 19 communes, c'est plus facile que la Vic, qui a quand même un nombre de communes nettement plus grand. Mais donc c'est... Ah, ça je ne sais pas. 262, voilà. Donc ce sera plus difficile en Wallonie, mais donc on va profiter de notre petite taille à Bruxelles pour travailler à des contrats avec chacune des communes et essayer donc, à travers un contrat local social santé, axé sur le quartier, mais de vraiment orienter la politique sur le niveau local. Alors ces contrats locaux seront copilotés par les CPAS, les communes, la COCOM et les acteurs locaux. Et ils porteront d'abord sur la promotion de la santé, la prévention, mais aussi les politiques de soins et l'accompagnement médico-social autour du domicile. Au-delà de ça, les déterminants de la santé devront aussi être inclus, comme le logement ou la santé alimentaire. Voilà. Alors chaque contrat débutera par un diagnostic et ensuite on le mettra en œuvre et on évaluera comme tout projet. Voilà. Alors l'idée à travers ces contrats locaux social santé, c'est vraiment de développer un modèle intégré d'aide et de soins de proximité par quartier qui vise à soutenir les personnes en fonction de leurs besoins. Donc vraiment partir des personnes, et un quartier n'est pas l'autre, une personne n'est pas l'autre, arriver à mettre en place une approche intégrée et adaptée à chaque personne. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, je vous l'ai dit, des diagnostics, des contrats. Et alors, on va introduire dans chaque quartier un référent quartier. Ça, c'est la première étape. On n'arrivera pas à coordonner, à mettre en lien, à faire du lien sans des moyens complémentaires. Et donc, il est prévu que dans les quartiers qui vont bénéficier d'un contrat local, il y aura un prestataire social santé qui va faire du lien, qui va soutenir le processus de co-création de la santé au niveau local. Et donc l'objectif n'est pas de... On n'a pas des millions et des millions supplémentaires, mais donc c'est vraiment à partir de cette réorganisation locale, en partant des moyens existants, faire des liens, faire des ponts. Et il y a déjà 3 projets pilotes qui sont en cours, ciblés sur les personnes âgées. Et on voit vraiment qu'en fait, les gens disent « Ah, mais je ne savais pas que tout ça avait déjà lieu dans le quartier ». Et donc il y a vraiment un gain d'efficience à simplement mettre les gens autour de la table, que les gens se connaissent. Et c'est ça aussi qu'on va essayer de potentialiser. Alors, le public cible du quartier, c'est toute la population du quartier avec une priorité sur les personnes vulnérables. Les quartiers font entre 10 et 30 000 personnes, ça dépend un petit peu de la sociologie des quartiers. Et comme on est dans un système où chacun a le droit de choisir finalement son prestataire, eh bien, ce sera à la personne de choisir son équipe soignante. Et donc, la responsabilité du quartier portera sur les gens qui sont inscrits dans le quartier et sur les gens qui n'ont pas fait de choix, qui ne sont pas inscrits. Et donc on pourra à la fois garantir une liberté de choix du praticien ou des prestataires avec qui vous voulez travailler, et en même temps une responsabilité territoriale où toute personne qui n'est pas inscrite pourra malgré tout bénéficier d'un soutien. On va également essayer de travailler à la visibilité de l'offre d'aide et de soins dans les quartiers, en travaillant sur un point d'entrée unique et reconnaissable pour toute la région,
pour que les patients, les personnes puissent trouver vraiment l'accès aux soins, parce que vous savez qu'avec la multitude d'intervenants qu'il y a dans certains quartiers, on ne sait même plus où on peut trouver quel service, et on va essayer de travailler cette question-là aussi. Alors, je vous le disais, les moyens sont limités, mais une des premières étapes qu'on va mettre en œuvre, c'est de mesurer les moyens qui sont déjà alloués à chaque quartier. Donc, mesurer l'existant, et simplement, en le mesurant par quartier, on va pouvoir voir si les moyens sont répartis de manière équitable entre les quartiers et en fonction des besoins. Donc, ce qui nous permettra d'aller assez vite, sans nécessairement devoir faire des grandes révolutions dans un premier temps. Alors, tous ces acteurs de première ligne de soins de quartier seront soutenus par des équipes spécialisées de deuxième ligne qui seront organisées en zones ou en bassins de soins. Ces bassins de soins, bienvenue, il y a encore de la place par là. Donc, dans les bassins de soins, on pense organiser des équipes palliatives de deuxième ligne, par exemple, ou le lien entre l'hôpital et la première ligne, ou les équipes mobiles de soins psychiatriques seront organisées non pas au niveau du quartier, on ne pense pas non plus au niveau de la région, parce qu'alors c'est vraiment très vaste, mais de diviser Bruxelles en 4 à 5 zones intermédiaires dans lesquelles on organisera les soins d'appui à la première ligne de soins. Au niveau de la région, vont rester un certain nombre de services, comme le réseau santé bruxellois, comme Brusano, comme éventuellement s'il y a des call centers, ces services-là vont rester régionaux, parce que là, il y a un gain d'efficience à n'en avoir qu'un pour la région. Alors, à long terme, si on voulait définir la vision à long terme de la première ligne de soins, ce serait un service social santé organisé par quartier, territorialisé, où on arrive à laisser le libre choix aux bénéficiaires, mais où tout le monde est couvert par une structure. Alors, pour nous, donc je le disais, la chaire Beehive est vraiment une chaire très importante pour faire avancer la réflexion sur la politique de santé de première ligne. Et je vois différents rôles que Beehive devrait essayer de prendre à bras le corps. Nous avons des défis sur la multidisciplinarité, cette collaboration entre prestataires qui n'ont pas été formés à la même école, en soi, mais aussi sur une base territoriale. Je pense que là, il y a vraiment matière à réflexion, à recherche. Il y a le défi de la démographie médicale, et en particulier, d'une part, le vieillissement des médecins généralistes. Qu'est-ce qu'on va faire pour offrir des soins avec moins de médecins généralistes? Et d'autre part, les autres prestataires. Là, on a encore moins de connaissances. Est-ce qu'il y a assez ou pas d'infirmiers? C'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'ils travaillent de manière locale ou de manière régionale? Donc là aussi, il y a des grands défis sur les autres prestataires. Et donc, en particulier, le métier d'infirmier généraliste au sein d'une équipe multidisciplinaire, je pense, mériterait des recherches. L'intervention en santé communautaire, donc aller en deçà des prestataires professionnels et vraiment voir au niveau de la communauté comment on peut soutenir la promotion de la santé, la prévention de la santé. Je pense que là aussi, en Belgique, il y a un grand vide, un grand champ de recherche qui est ouvert à nous. Et enfin, il me reste une proposition de recherche, c'est parfait. Je pense que, et je l'ai déjà abordé avec la question de la mobilité, mais le défi de la sortie des énergies fossiles va avoir un impact sur l'organisation de la société en général, mais en particulier sur l'organisation des soins de première ligne. Et là aussi, je pense que Beehive, tout en abordant les questions d'aujourd'hui, doit déjà un peu regarder à demain. Et si on dit Bruxelles sans voiture ou moitié moins de voitures en 2030 ou en 2050, ben, comment est-ce qu'on s'organise? Si voilà, on ne doit plus faire venir les intrants de Chine par avion, ben, comment on s'organise? Voilà, il y a des questions qui sont déjà là, qu'on a le temps encore de répondre, mais qui seraient intéressantes de déjà cadrer dans vos recherches. Merci beaucoup en tout cas et bonne longue vie à Beehive. Merci beaucoup.